Chère concitoyenne, chers concitoyens, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre confiance. Mon poste de Premier ministre vient d'être confirmé par le Président de la République. Avec moi, à ma droite, se trouve le ministre des Finances, David. Enchanté. À ma gauche, le garde des Sceaux, Naïma. C'est une blague. Non, mais c'est une blague, bien évidemment. Je m'appelle Patrick. Je suis le président de la société d'expertise comptable Dougs et en aucun cas, bien évidemment, je suis Premier ministre. Et David n'est pas le ministre des Finances. Il est notre responsable du département juridique et Naïma est avocate fiscaliste et responsable du département fiscal au sein de Dougs. Alors pourquoi j'ai pris cette voie un petit peu politique? Parce que tout simplement, on va étudier ce qui va se passer en matière de fiscalité dans les 6 prochains mois, enfin un peu moins de 6 prochains mois, on va dire jusqu'au 31 décembre 2024. On va se poser la question de comment ça va se passer et on terminera par le plan d'action que vous pouvez prendre après un certain délai. Vous êtes prêts ? Allez. Bon, alors, de façon très concrète, comme vous l'avez bien compris, on n'a pas de Premier ministre pour l'instant et on ne fera pas d'ailleurs ni mention positive ou négative sur la décision du président de la République, ni sur les différents partis politiques. On va juste extrapoler ce qui devrait se passer. C'est une supposition. Ça n'engage que nous dans nos propos, donc ne les prenez pas nécessairement au pied de la lettre, mais au moins vous allez pouvoir vous inspirer et en tout cas ça va vous ouvrir peut-être certains horizons et peut-être certaines réflexions. Alors on va commencer tout de suite. Peut-être Patrick, l'idée c'est quand même aussi de rappeler que ce qui se passe, le paysage politique, a un impact significatif sur les entreprises. C'est sur l'entrepreneuriat, sur les entreprises. C'est aussi pour ça qu'il nous semble aussi pertinent, peut-être pour rassurer certaines personnes, certains entrepreneurs, ou pas les rassurer d'ailleurs, hein, on va voir après. Oui. Mais c'est vrai que c'est impactant. Bon, de façon très concrète, tant qu'il y a les athlètes qui se défoulent à Paris, il n'y a rien qui va se passer. On devrait être tranquille pour quelques semaines. On va croiser les doigts pour qu'un maximum d'athlètes français puissent avoir des médailles d'or, d'argent ou de bronze, quelle que soit la couleur de la médaille, ça ira bien. Et au moins, ça donnera un petit peu de baume au cœur. On en a tous besoin. Alors, on disait effectivement qu'avant la fin des JO, il n'y aura pas de nouveau Premier ministre, que a priori, ils vont quand même travailler pour trouver un Premier ministre. De quel parti politique sera-t-il? On n'en sait fichtre rien. On sait que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue, c'est-à-dire qu'aucun parti, en tout cas, n'a le dessus aux autres, et qu'il va falloir effectivement apprendre à travailler ensemble, comme le font nos amis et voisins belges, allemands, et sans doute italiens, et plein d'autres pays. Le Royaume-Uni. Voilà, bon, je restais encore dans la communauté européenne, tu es élargi, tout se passe bien. Alors, cette stabilité sensible, en fait, peut cacher quand même quelque chose, et on verra effectivement qu'il y a d'autres points qui sont importés. Donc, concrètement, aujourd'hui, au niveau des lois, qu'est-ce qui se passe là, maintenant concrètement? Parce qu'il y a quand même une Assemblée nationale, il y a quand même des gens qui sont élus, payés. Que se passe-t-il là? Qu'est-ce qu'ils font? Peut-être pour commencer là-dessus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ils continuent de travailler, même si de toute façon, il y a un peu ils vont avoir des petites vacances là quand même. Hein. D'accord, ok. Ouais. Avant de commencer. Avant de commencer. Oui. Bon, certains étaient réélus, donc voilà. On peut comprendre pour les tout nouveaux là. Ils vont commencer peut-être avec quelques vacances. Alors, d'accord. Il y en a certains qui travailleront quand même, mais l'histoire ne dit pas s'ils prennent des congés payés anticipés, mais on verra. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de parler politique. On continue donc dessus, et donc ce que tu es en train de dire, c'est que les grandes lois. Déjà pour cet été, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Ouais. Et peut-être pour faire écho, comme tu l'as dit, il n'y a aucun aujourd'hui mouvement politique au sein de l'Assemblée générale qui bénéficie d'une majorité qui lui permet de prendre des décisions. Donc, alors traditionnellement, la Ve République, elle est organisée de telle sorte que on a l'habitude d'avoir des forces politiques
en majorité à l'Assemblée, et ça aide forcément à la prise de décision. Donc forcément, pas de majorité, pas de décision, j'ai envie de te dire. Ou alors des délais plus allongés pour des négociations entre les différents partis. Exactement. Donc les grands sujets qui étaient posés, notamment les aides pour la fin de vie, les trucs audiovisuels dont on parlait, tout ça là, c'est repoussé jusqu'à un certain moment. Oui, les sujets vont sûrement revenir sur la table au cours peut-être d'ici la fin de l'année, mais du coup, il faut retrouver des ententes entre les différents partis qui occupent l'Assemblée nationale aujourd'hui. D'accord. Bon, on ne va pas parler effectivement des quelques évolutions boursières que ça a pu provoquer. Bon, ça fait partie effectivement du jeu. À chaque élection politique, il y a toujours des petites variations. Rarement à la hausse, souvent à la baisse. Donc ces dernières élections les ont confirmées. Moi, les questions que je me pose et qui sont hyper pragmatiques, on a quand même l'habitude d'une certaine routine dans le monde des assemblées nationales. En règle générale, les gens se bougent un peu le popotin pour préparer le projet de loi de finances, parce que je le rappelle, juste un petit détail, que la France a besoin d'un budget pour l'année suivante. Ils ont aussi besoin d'un budget pour financer le reste de l'année, parce que parfois c'est excessivement difficile. Il se passe quoi là maintenant qu'il n'y a plus personne qui va se mettre d'accord, on fait quoi? Enfin, on suppose qu'il se pourrait que les gens ne puissent pas travailler ensemble, et pourtant on a un budget quand même à terminer là. Alors, il y a des coalitions qui vont se faire justement pour se mettre d'accord sur des projets de loi pour justement, comme tu le disais, renflouer les caisses des finances publiques. Et au niveau fiscal, puisque on le sait bien, le levier fiscal est un levier qui permet de renflouer les caisses. On a déjà eu notamment lors de la campagne législative, quelques informations provenant des grands partis. Et au niveau fiscal, on a eu vent notamment potentiellement de la suppression de la flat tax. Bon, alors, flat tax instituée par notre président de la République à son premier mandat. Exactement, en 2018. C'est un système qui permet aujourd'hui aux personnes qui bénéficient de dividendes ou d'ailleurs de plus-value en cas de cession d'entreprise, parce que moi j'aimerais quand même qu'on puisse appeler un chat un chat. On a toujours le sentiment que la flat tax bénéficie à des milliardaires, mais la réalité, ça bénéficie à des personnes qui ont travaillé pendant 30 ans, qui vendent leur société. Exactement. Et qui vont d'un seul coup avoir ce qu'on pourrait qualifier de pactole, par exemple 400, 500 000, 1 million, qui est le fruit d'une vie complète de travail. Bien sûr. Et sur lequel tu es en train de m'expliquer que ces 30% qui étaient une sorte de bénédiction, 30% c'est quand même encore une somme, d'un seul coup, ce million, si j'entends et j'ai vu effectivement un programme, on prendrait au-delà de 400 000 euros, 90% de la somme. Oui. C'est ça dont il s'agit, la flat tax saute, et d'un seul coup, on rentre tout ça dans le barème progressif qui est au passage durci. Donc c'est d'où les 90% dont tu parlais. Donc on aurait suppression de la flat tax et donc basculement obligatoire sur le barème progressif. On a déjà eu aussi vent lors de la campagne législative d'un barème qui se composerait de 14 tranches et dont la 14e tranche toucherait les revenus les plus élevés et qui s'élèverait à 90%. Plus la CSG. Plus les prélèvements sociaux dépassent au-delà de 100%. Donc. Qui seraient également aussi dans certains programmes proportionnels et progressifs. D'accord. Donc on pourrait se retrouver dans certaines situations avec l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux sur une somme supérieure à 100%. Donc là, on a quand même des garde-fous qui sont notamment le Conseil constitutionnel et qui veillent à ce que l'impôt ne soit pas confiscatoire. Et heureusement. Donc on peut très bien imaginer si des lois passent, notamment avec ce barème progressif allant jusqu'à 90%, on peut imaginer une saisine du Conseil constitutionnel qui viendrait mettre un stop puisque l'impôt ne doit pas être confiscatoire. D'accord. Alors j'ai cru comprendre que le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé en pensant, en tous les cas, que 65 à 75% n'étaient pas complètement confiscatoires. Ce qui me paraît une grosse somme pour autant. Oui. Mais ils ont une vue de l'esprit qui est quand même relativement large et pas petite en tous les cas. Bon. Alors ça, la flat tax, on le saura, on verra effectivement. Il semblerait que plusieurs partis soient opposés. Enfin, sinon la quasi-totalité, j'ai l'impression. Et donc la flat tax pourrait mourir en 2024.
Exactement. Après, il faut voir si la coalition qui permet de le faire, mon sentiment, c'est qu'il y a la question de la coalition. Alors, peut-être que certains pourraient se mettre d'accord sur ça. Est-ce que ça suffira en nombre pour faire adopter le texte? C'est l'avenir qui nous le dira. Oui. Et puis, là, moi, j'ai un manque de confiance sur le fait qu'il y ait, même sur des sujets sur lesquels ils pourraient être d'accord, de réussir à voter ensemble. D'accord. Bon. Donc, on va passer à travers. Ouais, j'ai le sentiment que on va avoir du mal à avoir des décisions, des réformes, de véritables réformes qui soient prises. Donc il faut... Sur ces sujets-là. J'essaie de positiver. D'accord, très bien. On verra, on donnera un plan d'action justement au cas où. Et on en parlera. Patrick, sur la flat tax, il y a quand même une question qui revient fréquemment, notamment aussi de la part de nos clients, qui se posent la question, ok, donc si la loi venait à être modifiée durant les prochains mois, donc par exemple en septembre 2024, à la rentrée de l'Assemblée nationale, est-ce que cette loi impacterait nos dividendes qu'on s'est versés en janvier, février, mars 2024. Eh bien, on répondra à ça. Je te propose effectivement à la fin, parce qu'il y a quand même un plan d'action quand même à mener, si tu veux bien. Donc, bien sûr, avec plaisir. La flat tax, on en a parlé. Oui. Je parie que tu vas parler d'autre chose, du style transmission auprès des enfants. Oui, donc tout ce qui est donation et succession. Alors plus de donations parce qu'on a un peu plus la main dessus, on peut savoir quand est-ce qu'on veut donner. Alors que... Du temps sont vivants, c'est toujours plus facile de choisir la date que ensuite, on est bien d'accord. Donc concrètement, petit rappel dans le temps, il fut une époque, très exactement avant l'ancien président François Hollande, où les donations c'était 150 000 € par donataire et par donateur. Un couple, 2 enfants, c'était 300 000 € tous les 10 ans. Avec François Hollande, président de la République de l'époque, il change le système, il inverse et dit désormais c'est 100 000 € par donataire, par donateur tous les 15 ans. Donc on est passé de 300 000 tous les 10 ans à 200 000 tous les 15 ans. Donc le changement double peine de choses. Et là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que c'est encore trop. Oui, parce qu'on a cru comprendre justement, là encore, dans les débats juste avant les législatifs, qu'un durcissement du barème donc, des droits de donation serait envisagé. Donc là, en revanche, on a encore un petit peu comment dire, on a un petit peu de délai pour s'organiser, puisque pour les donations, si vous faites une donation en 2024 et qu'il y a une modification donc dans le cadre de la loi de finances, on ne devrait pas pouvoir revenir sur les droits de donation. C'est-à-dire que le fait générateur, c'est la donation. C'est au moment où vous avez donné. Et donc, l'impôt qui va être payé, ce sera le jour de la donation. Donc, même s'il y a un durcissement qui est voté en fin d'année 2024 et qui est appliqué en 2025, en principe, ça ne devrait pas remettre en cause le montant des droits payés sur cette donation. Naïma est toujours positive, elle essaie toujours de trouver une solution immédiatement. Oui, et du coup, il est temps d'être généreux avec ses enfants. On parlera du plan d'action encore une fois plus tout à l'heure, parce qu'il y a encore d'autres astuces qui peuvent être montées. Donc, on a parlé de la flat tax, on a parlé de la donation. Tu veux nous parler d'autres points majeurs qui pourraient opérer ? Oui, alors on en a vaguement parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la flat tax, mais c'est le durcissement, là encore, du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Oui, donc on revient dans un ancien système, parce que c'est vrai que le nombre de tranches a quand même sacrément diminué. On est arrivé à un maximum de 45%, sachant que beaucoup de gens, en plus, comparent ce qui n'est pas comparable. Ce que je veux dire, j'ai connu la période de l'impôt sur le revenu qui était plus élevé, mais il y avait 20% d'abattement, puis 10% d'abattement. Les 20% ont totalement disparu. C'est pour ça que les tranches d'imposition, on a eu l'impression qu'elles diminuaient, mais en fait, dans la réalité, elles n'ont pas véritablement diminué. C'est que simplement, ça s'est réorganisé. Et moi, j'ai connu des périodes où tu avais une sorte de parchemin pour dire tu avais 15. Donc, on en sera globalement ce que les différents partis politiques proposent, c'est un retour en arrière. Voilà, très exactement, d'un ancien système qui avait disparu au profit de quelque chose d'un petit peu plus moderne. Donc là, on retourne en arrière. Et donc plus de difficultés. Je connais un truc qui s'appelle Retour vers le futur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça sera moins marrant en tous les cas. Et donc là, boum, imposition supplémentaire. Bon, là, c'est porté par un parti.
Oui. plus spécialement. Donc affaire à suivre, à voir si ça aboutit. Bon, voilà, j'y crois pas trop personnellement sur ce coup-là. Non, ils ont tellement de mal ils partagent tellement pas, il y a tellement pas de partage des programmes économiques. Oui, que ça va être un petit peu dur. En tout cas, ce sera un durcissement pour toutes les personnes qui travaillent et qui ont globalement 3 000 €. Voilà, ça commencera à cogner déjà beaucoup plus dur si ça venait à passer, encore c'est ainsi. Ok, et ça touchera toutes les personnes, cette fois-ci en 2024, puisque la loi de finances décide de l'impôt sur le revenu qu'on paye non pas à l'avance, mais avec un phénomène rétroactif. Ils n'ont pas peur des mots. Aujourd'hui, quand on travaille en 2024, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé au niveau de l'impôt sur le revenu. Alors, ce n'est pas propre à 2024, ça a toujours été comme ça. Oui, c'est un petit peu comme si on joue au foot et que aux 3/4 du jeu, on se retrouve avec 2 ballons ou avec 5 adversaires en plus. Voilà, c'est à peu près ça. La surprise sera sur la déclaration d'impôt au printemps 2025. Exactement. C'est ça. Bon, il y aura peut-être moins de personnes qui partiront en vacances à ce moment-là. Allez, trêve de plaisanterie. Continue sur la lancée. Alors, dernier point auquel je pense, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est sous aussi Emmanuel Macron, qui a été établi l'IFI à la place de l'ISF. Et donc, on a entendu également un potentiel retour de l'impôt sur la fortune. Pour rappel, l'impôt sur la fortune était beaucoup plus large puisqu'on prenait en compte pas seulement les biens immobiliers comme ce qui est fait aujourd'hui, mais également les actifs financiers, donc les actions, la trésorerie, les voitures de collection. Sauf les œuvres d'art. Oui, on avait une exonération. Puisque c'était à l'époque, effectivement, de Mitterrand, et dans lequel ils avaient mis l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes, qui était devenu l'impôt solidarité sur les fortunes, à mon avis, pour des questions psychosociologiques, et dans lequel, effectivement, les œuvres d'art ne rentraient pas. Voilà. Et bien, du coup, on devrait avoir un retour éventuellement en 2025 de l'ISF, là encore, affaire à suivre. Ok, j'ai l'impression que c'est le retour de Dark Vador en la matière. Alors juste, et entre parenthèses, l'ISF n'a jamais vraiment rapporté beaucoup d'argent par rapport aux autres impôts. C'est très symbolique. Et pendant de longues années, l'ISF a coûté plus cher que ce qu'il ne rapportait. C'est vraiment symbolique. Il y a un phénomène relativement simple, c'est que c'est complexe à mettre en œuvre. Bien sûr, et ça donne suffisamment de temps aux gens qui sont très riches de partir. Et donc à la fin, on ne récupère strictement rien du tout. Après, c'est un problème effectivement plus dogmatique que pragmatique. On ne sait pas non plus s'il est remis. Est-ce qu'il serait remis à une forme telle qu'il existait avant, ou est-ce que ça va être une forme plus difficile ou à une forme moins difficile. Enfin, là-dessus, on ne sait pas non plus ce que ça pourrait devenir, quoi. Bien sûr, il y a un flou. On peut essayer d'imaginer par rapport à ce qu'on connaît de l'histoire de cet impôt, mais c'est vrai que c'est pas pour autant qu'on sait précisément ce que ça pourrait être, quoi. Ça va être extrêmement complexe, en tous les cas, pour les personnes qui travaillent pour les attachés parlementaires, je les plains par avance, de faire des calculs de tous les côtés, avec un inconnu de taille, quelles seront les dépenses publiques au cours de l'année. Ça, on n'en parle pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun ne présente un budget inférieur à celui de l'année dernière. Et donc, par définition, il faudra ratisser beaucoup plus large pour aller trouver beaucoup plus d'argent. Oui. Ça va être extrêmement complexe pour les personnes, encore une fois de plus, qui vont faire ces calculs. Ok, bon. Une petite précision peut-être institutionnelle. Imaginons un instant que l'Assemblée nationale soit incapable de voter le budget. Peut-être pour informer quand même les personnes qui nous regardent, ça voudrait dire qu'en fait le budget de l'année dernière serait reconduit. Donc au quasi tout à fait. Identique. Donc ça voudrait dire dans cela qu'il y ait très peu de changements, mais ça veut aussi dire que d'un point de vue économique, notre budget ne serait pas adapté à l'année 2025. D'accord. Il resterait fait sur la base de prévisions et de modalités de calcul qui ont été décidées du coup maintenant fin 2023. Et si nos dépenses augmentaient, il y aura un souci puisque du coup les dépenses ne seraient plus couvertes par le budget. Exactement. C'est là le risque, si jamais il n'y a aucune coalition qui se crée et qui permet d'aboutir à quelque chose d'un point de vue du budget, c'est qu'on peut se retrouver avec un budget qui du coup n'est plus en corrélation avec la réalité économique. Donc après c'est la banqueroute. Je plaisante. Bon, non, on n'en est pas là, je plaisante. C'est une blague, bien évidemment. Bien sûr. Ok, alors, est-ce qu'il y avait d'autres points d'un point de vue fiscalité? C'est déjà pas mal en tous les cas, parce que ça va ratisser hyper large. Après, on peut tout imaginer, le retour de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, des trucs, etc. C'est vraiment basé sur les débats. Exactement. On peut même imaginer des mouvements sur la TVA.
qui est quand même l'impôt qui rapporte le plus. Le plus, ou sur les taxes sur le pétrole, on peut absolument tout imaginer, mais à ce stade, on n'en sait pas plus. Par contre, effectivement, ce qu'on a annoncé, malheureusement, en tout cas, peut arriver. Oui. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il y a quand même des personnes qui ont bâti des systèmes de fonctionnement dans leur vie. Et si on vient à remettre en cause cela, ça change aussi leur manière d'agir. Concrètement, aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui aurait 1 million d'euros et qui se dit, bon, moi je voulais effectivement l'étaler dans le temps, mais maintenant que je m'aperçois que c'est juste une catastrophe, allez, je me prends tout de suite, je prends 1 million d'euros, je vide les comptes de la société, quitte d'ailleurs à le laisser en compte courant d'associé. Je paie les 300 000 euros. Est-ce que je suis assuré, effectivement, d'être tranquille sur l'année 2024 et qu'on ne reviendra pas me chercher quelque part en 2025 ? Eh bien, là, on va parler de rétroactivité fiscale. C'est-à-dire que, c'est là où c'est... Ça fait peur quand même. Hein. Oui. Alors, je crois qu'ils n'utilisent pas le mot rétroactivité, ils parlent de rectificatif. C'est la sémantique, effectivement, sauf qu'à la fin, ça revient à la même chose. Oui, voilà. Hein. Alors, c'est la loi de finances rectificative, et on parle en fiscalité de petite rétroactivité concernant les revenus de l'année. D'accord. Et en fait, du coup, donc, par exemple, dans ton cas, la personne qui veut sortir 1 million décide en mars ou en avril, donc dès lors qu'il a eu son bilan. Non, on suppose là qu'il est au mois de juillet. Il dit, je prends l'argent. Donc, il y a un PV d'AG, il fait sa distribution de dividendes, 1 million, super, 300 000 euros de flat tax dessus, il pense s'être libéré. Eh bien, malheureusement, non, puisqu'il y aura toujours, en tout cas... Il y a un risque. Voilà, il y a toujours un risque que la loi de finances rectificative, comme tu l'as dit, qui sera votée en fin d'année, généralement, mais là encore... C'est entre Noël et le jour de l'an, mais on n'a pas vraiment de date sûre, puisque chaque année, c'est entre le 28, des fois le 26. Et en tout cas, c'est jamais avant le 1er janvier 2025, puisqu'elle concerne l'année 2024. Et, excusez-moi. Du coup, donc, cette loi de finances rectificative peut venir considérer que la nouvelle règle va changer pour tous les revenus distribués sur 2024, et que du coup... sur cette distribution, ce ne sera plus la flat tax, mais ce sera le barème progressif. Là où ça peut être d'autant plus violent, ça peut être même le nouveau barème progressif de l'impôt sur le revenu. Concrètement, quelqu'un qui prendrait 1 million d'euros, avec le barème progressif, il est déjà à 45%. Oui. Plus la CSG à 17,2. Avec le barème actuel. 62,5. Oui. Donc on est en train de parler de 30 à 62,5 dans le meilleur des cas. Exactement. Ça, c'est, comme tu le disais, c'est dans le meilleur des cas si le barème progressif n'est pas revu à la hausse. Donc s'il faisait ça, il faudrait peut-être lui dire, dépense pas tout de suite quand même. Alors, il y a une autre solution. Garde de quoi payer l'impôt. Il y a une autre solution. Je sais ce que tu vas me dire, mais tu me le diras après. C'est d'attendre tout bêtement après Noël et au 31 décembre de dire c'est passé, c'est pas passé. Ouais, ça c'est malin. C'est pas passé. 31 décembre, allez, je distribue le 31 décembre. Donc grosso modo, du coup, je devrais payer la flat tax le 15 janvier. Il y aura le prélèvement à la source le 15 janvier et puis l'impôt sur le revenu quelques mois après, au printemps. Alors, si le 15 janvier, j'ai choisi la flat tax, c'est la société qui verse ses 30%. Exactement. Je suis débarrassé, c'est terminé, je ne paye plus d'impôts. Exactement. D'accord. Bon, je vais quand même amener le sujet parce que je sais ce que tu vas dire. Patrick, je suis obligé de te freiner. Exactement. Patrick, donc, si j'ai bien compris, tu veux attendre l'adoption finale de la loi de finances rectificative pour prendre ta décision. Par exemple, je pense que c'est un conseil parce que aujourd'hui, les gens qui vont distribuer des dividendes jouent sans filet. Aujourd'hui, quelqu'un qui a distribué depuis le 1er janvier 2024 des sommes n'est pas en mesure aujourd'hui de savoir si la somme qu'il a prise ne va pas être suivie d'autres impôts. Et quelqu'un qui avait prévu, je suis désolé, mais quelqu'un qui prévoit, par exemple, qui se donne 100 000 euros, qui verse 30 000 et se dit j'ai 70 000, quelqu'un qui se donne de l'argent, il y a de fortes probabilités que ces 70 000, il ait pu les investir dans un bien immobilier, sa maison principale, et que quelqu'un vienne lui dire, attends, tu sais quoi, tu vas devoir redonner 40 000. Il dit, mais attends, mais ces 40 000 euros, je les ai plus, moi je les ai mis dans un truc. Il fait comment? Donc concrètement, est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre le dernier jour de l'année, 31 décembre, puisqu'on est toujours, parce que la loi de finances doit être votée, qu'on le veuille ou non, avant le 31 décembre. En principe, on aurait une réponse définitive. J'espère, en tous les cas.
Mais si j'ai ouvert mon exercice au 1er janvier 2024 au niveau de mon entreprise, toi, je sais ce que tu vas me dire. Oui, je deviens désagréable à ce moment-là. Je l'ai vu faire la grimace. C'est que si on a ouvert, il faut savoir qu'on la distribution de dividendes, on peut distribuer des dividendes que sur les 9 premiers mois de son exercice. Ça veut dire que si j'ai ouvert mon exercice le 1er janvier, je peux distribuer jusqu'au 30 septembre, Patrick. Octobre, novembre, y compris décembre, mes résultats, mes réserves des années antérieures. Exactement. Donc ça nous met dans une situation difficile. Alors, quand on est tout seul dans sa société, SASU, EURL, voilà, il n'y a pas de sanction en réalité. C'est une interdiction, il n'y a pas de sanction. Okay. On pourrait se poser la question de ça sert à quoi une interdiction sans sanction, mais ça il faudra demander aux législateurs. Mais en dehors de ça, il y a quand même une possibilité. Ouais. C'est si on est en SAS ou en SARL, sinon c'est de changer la date de clôture, Patrick. Oui, alors voilà, on va peut-être pas... C'est un peu extrême. Alors, c'est un peu extrême. On dit souvent que la 31 décembre, c'est la pire des dates. Bon, là, ça confirme encore une fois de plus ce que l'on dit assez fréquemment. Le 31 décembre, c'est pas la meilleure date. Ce que tu es en train de dire, c'est que pour quelqu'un qui aurait une très grosse distribution de dividendes à faire, ça vaut peut-être le coup de clôturer fin juillet, ou fin août, ou fin septembre, de telle façon à se préparer à faire rapidement le bilan et immédiatement enchaîner dans une distribution de dividendes au 31 décembre. Comme ça, au moins, il est tranquille parce qu'il respecte à la fois l'attente des 31 décembre pour se dire j'y vais pas, ou éventuellement éviter les problèmes des je distribue après 9 mois, plus de 9 mois d'exercice. Exactement. Donc là, on serait dans les clous, tout est carré. Bon, voilà, ça c'est un plan d'action. Il faudra être réactif sur le tout début d'année et la fin d'année pour faire le procès verbal. Voilà, faut s'organiser, mais c'est quelque chose de réalisable. Tu vas avoir du boulot dans ce début d'année 2025, je pense. Je n'ai aucun doute. Bon, concrètement, deuxième point, et tu as déjà donné la solution pour partie, mais moi je vais en donner une autre. C'est celle de la donation auprès des enfants. Parce que ce que tu as dit, soyez généreux tout de suite. Okay, en soi, c'est une très très bonne solution. Mais en règle générale, la plupart des gens, en tout cas, il va falloir changer ces réflexes, parce que la plupart des personnes ont tendance, à mon sens, d'attendre la soixantaine pour commencer à penser à donner de l'argent. Bon, pour deux phénomènes. Le premier, c'est qu'en règle générale, on devient parent de plus en plus tardivement et donc les enfants sont plus jeunes et donner à des enfants qui sont très jeunes, parfois ça peut soulever des difficultés psychologiques aux parents. Mais on peut aussi anticiper tout simplement au moment de la création des sociétés, parce que tu crées une SAS. Tu crées une SAS avec un capital à 100 €. Bon, concrètement, rien ne t'interdit de mettre d'emblée tes deux enfants qui ont 2 ans et 5 ans, tu leur donnes d'emblée 10%. Donc tu leur donnes 10 €, ils achètent des parts et ils vont se retrouver, si ton entreprise marche très bien, si elle se vend ou si elle continue, ils se retrouvent peut-être futurs propriétaires à hauteur de 10% d'une société qui vaut 10 millions d'euros. Exactement. Et on peut même aller plus loin. En soi, on pourrait, si on veut garder par exemple la maîtrise complète de la société, ça va partir sur des choses comme du démembrement de propriété. Ah oui, tu donnes la nue propriété. Exactement. Tu conserves l'usufruit. Ça, c'est toi qui encaisses les revenus. Exactement. Tant que tu es en vie. C'est toi, on peut aménager les décisions dans les statuts pour faire en sorte que c'est toi, l'usufruitier, qui continue de prendre les décisions. Donc ça peut t'éviter justement d'avoir à questionner ton enfant sur ton activité. Toi, ce que tu veux surtout, c'est lui transmettre la valeur de cette activité. Et du coup, tu restes maître de ton affaire, tu encaisses les bénéfices, et puis c'est une méthode pour transmettre tout de suite pas mal en gardant le contrôle. C'est une très bonne méthode. Il y a juste un point là-dessus, c'est quand on démarre une société et qu'on veut y mettre tout de suite ses enfants, si par exemple, on voit souvent le cas, c'est sur les SCI, Sociétés Civiles Immobilières, où on veut derrière aller chercher de l'emprunt. Il y a des banques qui sont récalcitrantes au fait d'accorder des emprunts importants ou sur des durées très longues avec des enfants mineurs. Auquel cas, il ne faut pas s'arrêter là. On crée la société entre majeurs, entre par exemple les parents. On va acheter le bien, on fait l'emprunt, et puis après on cède une partie des parts dans la foulée. Tant qu'il y a l'emprunt qui est au bilan et le bien immobilier
souvent la valorisation de la SCI Oui. est vraiment très très Elle a faible, pas pour bougé, pas hein. dire elle n'a pas bougé. Voire diminuer à cause des droits d'enregistrement, puisque si tu Exactement. payes les droits d'enregistrement, ta société, elle vaut moins cher C'est ça. que 5 jours avant l'achat. Hein. Et puis au début, on paye surtout des intérêts. Hein. Oui, tout à fait. En plus. Donc ça peut être une méthode Oui. pour essayer d'avoir le bon timing Oui. pour bien faire les choses. Ou au pire, refaire une SAS immobilière. Oui. On est en société commerciale, les enfants sont 100% protégés, aucun Exactement. risque du tout. Ok, on peut parler aussi du barème progressif. Oui. Bon, là, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire quelque chose. Il y a quand même, aujourd'hui, peut-être des changements qui vont s'opérer dans le temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu dire auparavant qui était valable, est-ce que demain, ça le sera encore ? Joie de la fiscalité et des nouveautés. On aura encore plein de vidéos à faire, hein, finalement. Oui, et à mettre à jour. Hein. Et à mettre à jour. Mais de façon très concrète, on peut aussi se dire que demain, les dividendes, c'est un petit peu cuit, dans le sens où ils ne font pas baisser l'impôt sur les sociétés, et s'ils sont taxés comme des revenus normaux, sera-t-il encore opportun de se distribuer des dividendes ? Pas sûr. Hein. Ça, c'est une vraie question. Quelle sera la politique demain ? En tous les cas, lorsqu'on créera des sociétés, est-ce qu'on apportera autant d'argent ? Peut-être pas, il faudra peut-être emprunter davantage, apporter de l'argent compte courant pour pouvoir se le récupérer, plutôt que de se verser des salaires et des dividendes. En tout cas, il y a sans doute de nouvelles choses qui vont apparaître dans les prochains mois, ou pas. Oui. Nous verrons. Affaire à suivre. La stratégie va peut-être être à revoir. Peut-être. Là, j'essaie vraiment un scénario fictif. Imaginons, Patrick, que la flat tax ne bouge pas, oui. mais le barème bouge. Peut-être que là, on va se dire, finalement... Plus de salaire, que les dividendes. Full dividende. Voire même, est-ce que la taxe Puma ne devient pas quelque chose d'acceptable à payer si ça me fait économiser face à la hausse du barème progressif. Ouais. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est se dire, il va falloir réfléchir les stratégies de rémunération Tout à fait. à l'issue de ces des lois qui vont venir dans les prochains mois. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ? Je pense qu'on a fait le tour. Je rajouterais bien quelque chose. Je crois que pour nos clients, il faut bien qu'ils aient en tête qu'ils ne sont pas seuls. Il faut qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. Oui, dédramatiser la situation. Exactement. Essayer effectivement de voir. Je rappelle effectivement que la vie politique française n'a pas été toujours simple et facile. Depuis maintenant plusieurs décennies, il y a des changements politiques, il y a des modifications. La France demeure quand même un pays stable, globalement d'un point de vue fiscalité, plutôt à la hausse que la baisse, mais néanmoins il y a toujours des solutions que l'on peut trouver. À chaque problème sa solution. Et on reste nous à leur côté pour les accompagner, même notre service fiscal, Naïma assure avec toute son équipe des prestations pour accompagner à l'impôt sur le revenu, etc. Donc voilà, faudra pas hésiter, je pense, à être accompagné par les professionnels dans les prochains mois. Bon, je peux pas résister. Chères concitoyennes, chers concitoyens, au revoir. Bon, c'était une blague. J'espère que vous avez adoré ou aimé. Alors, pitié, mettez des likes positifs si vous avez trouvé notre prestation sympa. Si vous avez trouvé les dernières mesures mauvaises, n'allez pas mettre des likes négatifs par pitié. On n'y peut pas grand-chose. C'est pas de notre sort. Ne tapez pas sur les messagers en tous les cas. Bon, voilà, c'était tout. Abonnez-vous. À très vite. À très vite chez Dougs. À très vite chez Dougs.